2 gilets jaunes seulement cet après-midi dans le bureau de Matignon pour la fameuse réunion très attendue avant l'acte 3, donc le 3e week-end de mobilisation de ces gilets jaunes. Est-ce que c'est un fiasco ou pas? On a envie d'entendre Isabelle Saporta là-dessus. Écoutez, j'entendais Yvan et Oufol dire que c'était ils arrivaient en force. Moi, je les ai pas trouvés arrivés en force, ces deux gars-là. Hein. C'est-à-dire celui qui sort en expliquant, si vous dites ils sont arrivés en force parce qu'ils sont vainqueurs. Il sort de cet entretien avec le Premier ministre en disant je ne ferai pas d'entretien. Et là, on voit les limites pour moi de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une espèce de démocratie directe sans aucun corps intermédiaire. Et là, on voit aussi les limites de ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire qu'à force de flinguer tous les corps intermédiaires les uns après les autres, il a quand même humilié Laurent Berger, tant et plus, le patron de la CFDT, qui revient plus ou moins dans la danse et encore. On se rend compte que c'est de discuter avec cette espèce de mouvement qui veut une démocratie directe et qui, à chaque fois qu'elle finalement elle met à sa tête un représentant, le tue aussitôt parce que le mouvement pourrait lui échapper. On est dans quelque chose quand même d'assez dangereux. Donc moi, j'entends la colère et je comprends la colère de nos concitoyens. Par contre, ce que je vois, c'est que malgré tout, la démocratie, ça marche pas mal. La représentation, elle n'est plus directe. Aujourd'hui, elle est parlementaire. Il y a des corps intermédiaires et j'aimerais bien que les corps intermédiaires se ressaisissent de ce mouvement plutôt que cette espèce de mascarade à laquelle on a assisté aujourd'hui. Vous dites qu'on est dans une impasse du coup? Oui, on est dans une impasse parce qu'on voit bien, c'est-à-dire qu'on voit bien ce jeune homme quand il a pris la parole, il a dit si je ne peux pas filmer, s'il ne peut pas y avoir une transparence totale, alors on pourra me reprocher ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire qu'on est dans une logique totalement complotiste et paranoïaque. Et on voit bien qu'on n'en sortira que, effectivement, avec des corps intermédiaires, avec une représentation parlementaire. Moi, je suis... non, justement, c'est le problème aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne plus. Mais c'est pas que ça fonctionne plus. Vous oubliez le contexte, malgré tout, c'est que ces gens-là viennent à Matignon après que le président ait déclaré que, certes, il ferait une grande concertation durant 3 mois, mais que sa décision a été prise. Donc, il ne s'était même pas la peine de discuter de ce qu'ils veulent discuter. Que Macron soit d'une maladresse inouïe, j'en conviens. Ça, je vais pas vous dire. À quoi bon discuter de la suppression des taxes sur le carburant si ces taxes sont maintenues? Les gens ne sont pas totalement idiots. Il y a beaucoup d'autres choses à discuter. Moi, si vous voulez, bien sûr, mais dans l'immédiat, c'est là-dessus. Et donc, il y a une provocation de la part du pouvoir disant on veut bien vous entendre pendant 3 mois, on va se boucher le nez, on va vous entendre, mais quoi qu'il arrive, on va s'asseoir. Vous voyez bien, Yvan, qu'on est dans une ornière là, quand on a deux représentants seulement qui viennent, dont un qui se dédie aussi. On n'est pas bien quand même. L'image est choquante, je suis d'accord aussi, l'image est choquante, on ne peut que être choqué par cette image. Néanmoins, on ne connaît pas le contexte, c'est vrai. Je retiens aussi qu'aucun gamin n'a été blessé. Voilà, c'est la seule chose qui compte. Que pour des policiers, c'est compliqué d'être face à des lycéens qui sont parfois un peu déchaînés et c'est très compliqué à canaliser. Et moi, je trouve aussi choquant, je vais peut-être être un peu politiquement correct, mais je trouve aussi choquant, et là c'est la responsabilité des médias, on l'a dit, mais aussi des politiques, l'exploitation politique de certains politiques. J'ai vu hier sur les réseaux sociaux des politiques de gauche, plus que de droite, je dois dire, s'indigner, relayer l'image, la montrer, la faire circuler. En disant l'État policier, ces pauvres gamins sont innocents, l'État fasciste, tout ça pour souffler encore sur les bras. Je trouve que dans le contexte actuel, je suis tout aussi choqué de l'utilisation politique qui est faite par une partie de la classe politique de ces images que ces images elles-mêmes. Isabelle, moi je suis entièrement d'accord avec Antonin André et en plus c'est vrai que là on se rend compte, l'enquête du Monde qui était assez fouillée sur ces questions, on se rend compte qu'il n'y avait pas que des jeunes lycéens, qu'ils avaient été effectivement rejoints par des bandes organisées, qui avaient eu un pavillon de petits vieux qui avait été pillé, qu'on avait pris des bonbonnes de gaz, qu'on les avait jetées, robinet ouvert, dans des barrières en feu. Enfin, je veux dire, là, il y a un moment aussi, si vous voulez, on peut effectivement faire de l'angélisme. J'ai vu, moi aussi, comme vous, Benoît Hamon s'insurger, dire qu'on était quasiment dans un état fascisant ou presque. Et on peut aussi voir ce à quoi à faire face nos policiers. Moi, il faut faire attention à ce qu'on dit, et notamment, surtout dans ce contexte aujourd'hui. Attention même aux parallèles, aux images. Je veux dire que, bien sûr. Ces images rappellent à la nazie, non, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas non plus c'est pas non plus Daesh. Je veux dire, ces amalgames-là dans la bouche des politiques, c'est extrêmement, Mais pardon, je retourne les choses, effectivement, que on tombera d'accord sur le fait que d'instrumentaliser ça de la part de certains politiques, c'est détestable aussi. Et en tout cas, c'est irresponsable aujourd'hui. En revanche, quoi qu'aient fait ces gamins auparavant, il y a un moment, une manière pour les policiers qui sont
en charge d'une mission de maintien de l'ordre, mais respectueux des droits, mais ils etc. leur jetaient pas des fleurs, ils leur jetaient des cailloux, ils avaient des bonbonnes une manière de se de comporter, gaz. sinon y compris, Bah, on commence à écoutez. légitimer Malik Oussekine. Je veux dire, on Ça n'a parle rien à de- voir. Là, Mais justement, là, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de Ça n'a mort. C'est absolument justement rien à toute la voir. différence. Ça n'a rien à voir. Voilà, il ne faut pas dire de choses comme ça. Ce genre de comparaison, je veux dire, ces raccourcis-là sont Il y a une absurdes. différence quand même entre dire d'un côté, les policiers n'ont pas forcément choisi la meilleure attitude, en effet, en les obligeant à s'agenouiller, les mains menottées derrière le dos. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais on est d'accord là-dessus. Mais on est d'accord là-dessus. Mais on est loin aussi de la mise en accusation de la police qui serait fascisante. Alors, je n'ai non, pas mais dit voilà. fascisant, je dis simplement, si on ne maintient pas, si les autorités, Il y a pas le de ministre de blessés, c'est la seule l'Intérieur, chose qu'il faut etc. pas y voir Non, pour moi. c'est pas la seule chose. Pour moi, c'est la seule chose. On a Ouais, refait le monde on ce n'est pas soir. d'accord. Merci à Philippe Baillet. Vous n'êtes pas d'accord avec Isabelle Saporta, avec Antonin André et Olivier Mazerolle. L'actualité, quelques instants sur le fait quand même qu'on est en train de barricader la capitale de notre pays pour demain et qu'on a de plus en plus de Parisiens qui vont quitter la ville. C'est-à-dire qu'on a entendu tout à l'heure des gens qui ont appelé des hôtels à Versailles en se disant je quitte Paris, je vais dormir à Versailles. Mais je on le fait fuis. tous, en vrai, dans la vraie vie, on le fait tous. Moi, j'ai des gamines qui devaient aller là et je n'y vais pas, donc il faut quand même dire les choses. Vraiment, c'est vrai qu'on a un peu la trouille. Moi, j'ai un peu la trouille. Je sais pas vous, mais moi, j'ai un peu la trouille. Et c'est vrai que tout ça est un peu flippant. Et c'est vrai que la violence qui est véhiculée. Et là, on est aussi un petit peu coupable. Vous entendez Antonin André dire oui, ces gilets jaunes sont violents, mais nous, les médias, on leur a laissé vraiment les micros ouverts aussi à déblatérer conneries sur conneries. Pardonnez-moi d'être grossière, c'est-à-dire vraiment les appels au putsch, les appels au meurtre, les tirades antisémites sur Macron, d'ailleurs qui n'a pas mérité de tirades antisémites, pauvre homme, ni personne ne les mérite d'ailleurs, mais enfin c'était hallucinant. Je veux dire, on a laissé une espèce de flot de déversement de haine sans contrôle et sans contre-pouvoir qui sont juste hallucinants. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Antonin, que j'ai trouvé très intéressant aussi, on a un petit peu construit ça. C'est-à-dire que quand même, malgré tout, le gouvernement a tué tous les contre-pouvoirs au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on voyait, vous savez, ça a commencé par ce mouvement des maires là qui disait, je comprends pas, Emmanuel Macron vient pas nous parler, on est les maires, nous on est en face à face avec cette France qui souffre et on ne veut pas nous parler. Voilà. Là maintenant, on rappelle les maires, parce que comme vous le disiez tout à l'heure très justement, c'est vrai que ce mouvement, La République en marche, c'est presque un mouvement, je sais pas ce que, nénuphar, il flotte. On a l'impression qu'il a pas de racines, qu'il est là, comme une start-up nation, il flotte et voilà. Donc là, ils se rendent compte que, quand même, il aurait peut-être fallu écouter les maires. On se rend compte aussi que, on est content de retrouver la CGT, la CFDT, qu'on avait bien humilié. C'était un peu con, peut-être qu'on aurait peut-être dû un peu moins humilier, Laurent Berger il y a quelques semaines. Ça aurait été un petit peu plus simple. Donc je trouve qu'on a réussi finalement. À grand coup de menton de la part d'Emmanuel Macron, qui était quand même d'une maladresse. Rappelez-vous, c'était quoi? C'était le maître des horloges. C'est ça, vous avez dit tout à l'heure qu'il était à contretemps. Le maître des horloges, effectivement, jusqu'à l'année dernière, effectivement, il a été à contretemps tout du long de cette crise. Et je ne dis pas que c'est de sa faute, la violence, mais à force de morgue, à force de, d'être péremptoire comme ça, il a attisé une haine de lui. Et ça, moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir, en fait, pour tout vous dire. Philippe Baillet. D'autant plus pour Mais on peut pas non plus totalement exonérer le mouvement des Gilets jaunes. Je veux dire que la violence fait aussi un peu partie de leur langage. On a vu Bien beaucoup sûr. de Gilets jaunes sur les ondes appeler à tenir des propos parfois extrêmement violents, appelant à marcher sur l'Élysée, voire même certains à appeler au meurtre. Enfin, moi, j'en ai entendu. Et il y a, si vous voulez, aussi dans ce mouvement, une forme de violence qui, d'ailleurs, depuis le départ, c'est-à-dire que quand vous bloquez des ronds-points, que vous empêchez des gens d'aller travailler, des gens qui sont souvent vos voisins aussi, qui sont aussi une France silencieuse qui subit aussi un peu les choses. Il y a aussi une forme de violence en gestation. Et puis, il y a un effet, moi, que je trouve très marquant et qu'on a vu dans les violences aussi, c'est l'effet d'entraînement des groupes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se sent extrêmement puissant. Mais c'est ce qu'ils parce qu'on disent tient un avec le rond-point, jeu. Ouais, parce mais- qu'on est dans un groupe. On ne sait plus tellement quelles sont nos revendications, mais l'effet d'entraînement, le sentiment de puissance et de se dire Bien sûr. on peut tout, fait qu'on se croit tout permis. Et je trouve que cette fuite en avant, elle est aussi un peu du côté des Gilets jaunes. Il ne faut pas non plus totalement minimiser leurs Non, mais ce responsabilités. qui serait pu se faire, c'est que le gouvernement arrête le mouvement, en tout cas dans la rue, en engageant les discussions Bien sûr. tout de suite, quand il en était encore temps. On va s'arrêter là-dessus.
moi, je trouve que la seule qui s'en sorte aujourd'hui, parce que Dupont-Aignan était déjà à 7 avant et il reste là où il est, donc il n'a pas gagné un iota avec ce mouvement des Gilets jaunes, et pourtant il l'a mis, il l'a remis, il a gueulé sur tous les plateaux de télé, donc bon, ça l'a pas fait bouger d'un iota, et j'en suis pas mécontente parce que je ne vois pas effectivement comment des hommes et des femmes politiques en fait ne font que souffler sur les braises. Ça me paraît vraiment un manque de rigueur morale et intellectuelle que j'arrive pas à comprendre. Vous avez raison aussi, par contre, sur Mélenchon, non seulement il n'a pas gagné, mais il a perdu des voix. Et alors Mélenchon, ce qui est par contre assez incroyable, c'est que au fond, il ne sait plus où il habite. C'est-à-dire que quand même, la partition de Mélenchon, ou alors dans ces cas-là, il va devenir Podemos, je ne sais pas comment ça va finir, mais la partition de Mélenchon, c'était de jouer les villes, c'était de jouer les banlieues, et c'était pas du tout de jouer la ruralité et la campagne. Et donc là, si vous voulez, au fond, on peut pas jouer toutes les cartes en même temps. Ça, je suis assez d'accord avec Rioufol là-dessus. C'est-à-dire que tu peux pas jouer à la fois le multiculturalisme, dire la mondialisation c'est génial, la campagne c'est des fachos, et maintenant dire les fachos sont géniaux, les voilà, vous voyez qu'on est d'accord de temps en temps. Je suis d'accord là-dessus. Il y a un moment donné, on peut pas être le parti bolchevique et avoir les mêmes attitudes que la démocratie chrétienne. C'est ce qu'il essaye de faire. Ça marche pas, ça. Mais d'ailleurs, ça ne marche pas dans les sondages. Non, et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, initialement, il faut quand même revenir au point de départ. C'est que quand ce mouvement des Gilets jaunes est apparu, il y a un mois, je me souviens très bien de la manière condescendante avec laquelle la gauche avait immédiatement jugé ce mouvement comme étant un mouvement populiste. Et c'est en se percevant qu'il avait quand même des caractéristiques d'une révolte sociale qui pouvait donc plaire à la gauche que la gauche a essayé de s'y raccrocher. Mais elle n'arrive pas à comprendre ce mouvement parce que c'est un mouvement qui est en effet, qui échappe un peu à tout le monde. Et même d'ailleurs aussi à Marine Le Pen dans le fond, parce qu'elle reste à sa place. Elle a plus de hauteur pour le coup, excusez-moi, mais j'ai pas une passion pour Marine Le Pen, mais enfin elle a plus de hauteur que les autres. Quand elle dit à Dupont-Aignan dans l'interview qu'elle donne aux Parisiens, moi ma place n'est pas de souffler sur les braises et d'attiser la révolte, je m'excuse, mais je trouve qu'elle a plus de hauteur républicaine. On écoutera. On peut le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une violence, et ça, c'est qui est gênante. Oui, on rit beaucoup de tout ça, mais il y a aussi une forme de violence que moi je trouve exagérée envers la personne d'Emmanuel Macron en ce moment. C'est un peu la même qu'il y avait à l'égard de Fillon à la fin de sa campagne, lorsqu'il ne pouvait pas faire un déplacement sans que des insoumis arrivent avec des casseroles et avec des agressions. Et je trouve qu'il y a une frontière à ne pas franchir à un moment donné. Évidemment qu'on a le droit de le critiquer, comme l'a dit Olivier Mazerolle, mais la violence de certains mots, de certains appels à la sédition, à la prise d'assaut. Donc vous rejoignez Alain Finkielkraut qui dit il y a une haine délirante vis-à-vis de Macron. Ouais, je crois qu'on est dans une forme de mais je suis d'accord, pathologique. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, il y a des choses qui sont dissibles dans la presse écrite, mais que nous ne pourrions pas reprendre dans notre voix. Oui, bien sûr. Parce que franchement, il y a des slogans anti-Macron que j'ai lus dans différents hebdomadaires. Il est normal que la presse écrite les rapporte d'ailleurs, mais moi je me refuserais à les dire à l'antenne ou en tout cas c'est passé comme ça. Isabelle Laporta. Oui, je suis pas certaine que ce soit vraiment le rôle de la presse de faire le micro ouvert comme ça a été le cas, parce que vous dites on n'oserait pas le dire dans notre voix, mais enfin on l'a vu sur les chaînes en continu. On a eu ce flot se déverser de haine sur Macron que j'ai trouvé tout à fait gênant. Ça a libéré la haine. Bien sûr, ça a libéré la haine. Et puis par ailleurs, je m'excuse, mais enfin c'est vrai qu'il n'a donné les 10 milliards qu'à partir du moment où il y a une explosion de violence. Donc qu'est-ce que c'est le message politique de Macron ? Moi, c'est ça qui me gêne le plus là-dedans. C'est qu'au fond, il faut que les mecs cassent tout. Vous avez entendu Gérald Darmanin dire on les aurait donnés quand même. Oui, mais d'accord, mais enfin sauf qu'ils les ont pas donnés quand même. On a du coup les syndicats. On a les syndicats qui sont là à essayer de tout organiser, qui finalement avec leur défilé de millions de personnes n'ont rien. Et il suffit qu'il y ait 4 mecs avec leurs gilets jaunes et 3 extincteurs en train de tout péter, on leur donne tout. C'est vrai qu'il y a un message qui est quand même très très gênant. Et par ailleurs, moi ce que je trouve gênant dans ce que vous venez de dire, Marc-Olivier Fogel, c'est presque qu'il ait choisi les journalistes qui voulaient venir avec lui. Bon, ça alors là, c'est le jeu de tous les hommes politiques. Là-dessus, il ne faut pas tomber de sa chaise. Tout le monde choisit ses journalistes. Moi je trouve ça nul, moi. C'est peut-être nul, mais ça alors là pour le coup c'est nul depuis toujours. On choisit les journalistes avec lesquels. Depuis toujours, vous avez raison. Que les hommes politiques choisissent les. Je pense que de toute façon, c'est pas une question d'AFP ou pas AFP. Je pense que de toute manière, il serait utile pour lui d'y aller sans journaliste. Ça peut-être, du tout. Sans journaliste, sans service.
On entend aussi des inepties comme tout à l'heure, là, celui qui disait mais on veut, il y a qu'en France qu'on pense qu'on peut encore réguler tout ça, mais qu'il aille vivre en Chine ou en Russie, celui-là. Moi, je pense que, ce que je trouve intéressant dans cette histoire de réseaux sociaux, c'est qu'au fond, on a eu l'impression qu'on avait un nouvel outil démocratique et qu'en fait, c'est tout sauf un outil démocratique. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, et c'est un peu le truc des Gilets jaunes avec on ne veut plus de représentants, on veut pouvoir s'exprimer directement, on ne veut même plus des journalistes, puisque nous sommes nous aussi finalement des représentants. Donc on veut s'exprimer directement. Sauf qu'on se rend compte, il y a un très bon dossier du Nouvel Obs d'ailleurs cette semaine, que ça existe encore. Vous êtes désagréable. De l'Obs, pardonnez-moi. Enfin bon, il est toujours Nouvel Obs. Bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que, au fond, c'est le règne des fake news, c'est-à-dire des fausses informations. Et que ces fake news perdurent 6 mois de plus que les informations, entre guillemets, vraies. Que le temps de les démonter, elles restent, elles perdurent. Que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Quand vous voyez les représentants des Gilets jaunes, dont j'ai même pas envie de citer le nom pour leur faire de la publicité, qui distillent de fausses informations, qui sont complètement complotistes, et que finalement on met sur un même pied d'égalité que n'importe quel homme politique, que n'importe quel journaliste, comme si sa parole était équivalente. Moi, je trouve que c'est quand même un vrai problème démocratique. Isabelle Saporta. Oui, mais c'est vrai que là, d'ailleurs, on voit qu'il y a un basculement dans l'opinion publique. C'est-à-dire que là, la majorité, un peu plus que la majorité des gens, veulent que ça s'arrête. C'est-à-dire que là où je suis entièrement d'accord avec Gaspard Genzer, c'est qu'on voit pas, si vous voulez, on a obtenu le débat national. On en pense qu'on veut, que les questions sont fermées, que ça ne donnera rien. En tout cas, il y a ce débat national. Il y a un engouement pour ce débat national. On a remis au centre du jeu les maires, c'est-à-dire, en fait, la démocratie locale. Donc là, c'est le moment de s'emparer de ça, en fait, et pas de continuer à casser. Là, je lisais dans le Figaro qu'il y avait 110 bagnoles par jour qui étaient brûlées en France, que, comme le disait très justement Gaspard Genzer, on a les commerces qui s'effondrent. Je veux dire, et en plus, ce sont les commerces de proximité, c'est-à-dire ceux, au fond, qui ont initié le mouvement, les petits artisans qui disaient le ras-le-bol fiscal, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mouvement est en train de tuer les siens. Ça n'a, pour moi, plus aucun sens. Et par ailleurs, je suis désolée, mais la dérive factieuse à laquelle on assiste maintenant, je veux dire, et moi, elle me gêne profondément. On est dans le complotisme permanent, on est dans l'antisémitisme dur, hard, et moi je ne supporte pas ça. L'homophobie, je veux dire, cette haine et cette montée de la haine, moi j'attends aussi, pour tout vous dire, de la part des hommes politiques, j'attends de la part de Jean-Luc Mélenchon qui soutient tellement les Gilets jaunes, j'attends de la part de Marine Le Pen qu'elle se positionne vraiment fermement sur les dérives auxquelles on assiste aujourd'hui, parce que je pense qu'ils ont un devoir républicain de prendre position fermement. Christophe Buisson, pardon. S'ils ne donnent pas un débouché politique sur le fond, avec soit des décisions, soit des mutations institutionnelles, soit un référendum, soit ce qu'ils veulent, d'ailleurs, peu importe, c'est à eux d'en prendre la responsabilité, le problème ne se réglera jamais. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un manque de respect du politique ? Moi, je suis très gênée avec ça. Si vous voulez, Richard Ferrand, dont la maison est brûlée, tous ces députés qu'on voit menacés. Moi, je suis désolée, mais enfin là, il y a un moment, ça c'est pas possible non plus. C'est-à-dire, on doit un respect aussi à ses représentants. Ça va mal finir. Enfin, n'oubliez pas comment ça s'est passé en Grande-Bretagne avec cette jeune députée travailliste qui s'est fait abattre dans la rue. Tout ça parce qu'elle était contre le Brexit. Donc, si vous voulez, à force de jouer cette haine, à force de dire mais on va vous avoir, on va vous zigouiller, etc. Mais ça va finir par arriver, on sera content. Quand on a Ruffin qui dit il va finir comme Kennedy, Macron. Isabelle, je suis 100% d'accord avec vous. Mais si vous prenez justement 2 images de la semaine, le mardi, l'ensemble des présidents de groupe rentrant derrière Ferrand en séance, et là, on se dit bon, ça y est, quand même, il commence à comprendre. Hein, et le mercredi, encore une fois, Édouard Philippe, LCI. Donc le mercredi, il va légitimer d'une certaine manière ceux qu'on fait cramer la maison de Richard Ferrand. Ouais. Jean-Christophe. Moi, je voudrais juste Vous, Jean-Christophe, vous aviez entendu le procureur dire que on pouvait pas faire ça aux Gilets jaunes, quasiment. Ah bon, si c'est les Gilets jaunes qui déterminent la justice en France. Mais oui, ils déterminent tout. Ils vont même au Sénat, puis c'est annulé. C'est un peu pareil. On a déjà vu avec Nuit debout ce que ça donnait un petit peu. On a vu avec Occupy Wall Street. Il y a des nouvelles formes de manifestations qui sont violentes,
qui peuvent être très violentes. Et moi, je crois pas du tout que ce système cette colère des gilets jaunes, qui est plutôt de la colère des gilets jaunes. Oui, des gilets, des ultra jaunes plutôt. À mon avis, on va la retrouver de samedi en samedi maintenant. Ça ne va pas s'arrêter. Oui, mais alors, je m'excuse, mais là, je suis entièrement d'accord avec Antonin Audrey. C'est-à-dire, là, ça veut dire quoi? Ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le ministre de l'Intérieur. Non, mais je suis désolée, mais là, je m'excuse d'être un peu ferme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que le ministre de l'Intérieur, effectivement, vous acceptez l'article 3. Ce soit normal, que ce soit le bordel tous les samedis, si vous voulez. L'article 3 de la réforme qui vient sur la loi anti-casseurs, qui vous permet, sur un plan administratif et préfectoral, d'aller chercher. Non, alors là où je suis entièrement. Je m'excuse, mais enfin, si vous voulez, quand vous aviez l'interview de Castaner, vous n'allez pas vous excuser, où il expliquait qu'on savait qui c'était, où ils étaient et ce qu'ils faisaient. Ce sont tous des gens dont on sait qu'ils ont déjà cassé. Je vois pas en quoi cette loi nous aiderait en quoi que ce soit. Non, je suis désolée. Vous savez très bien que ça c'est le bal des faux culs. C'est juste que politiquement, soit vous demandez à un juge. Non, c'est faux. Et vous savez que c'est faux. C'est juste que politiquement, ils n'ont pas envie de le faire. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Mais politiquement, ils n'ont pas envie de le faire. Soit vous demandez à un juge de le faire et le juge il a un pouvoir discrétionnaire, soit c'est le pouvoir administratif et au terme de la loi, il va chercher chez eux et il les met à l'abri le temps de la manifestation les gens qui veulent aller manifester et qui sont en plus récidivistes. C'est tout. Cette loi, elle a été critiquée par la droite, par la gauche, dans certains de ses articles, notamment l'article 3. Parce que même les policiers vous disent qu'ils n'en ont pas besoin. Ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on leur... Mais bien sûr que non. Olivier Ravanello, vous craignez le pire, vous, pour demain? Je rejoins Yves. Et par ailleurs, de mon point de vue, ça n'est plus qu'un problème de sécurité publique. Il faut accepter de dénier une dimension politique à ce qui se passe aujourd'hui, samedi après samedi, parce que la seule dimension politique, et je suis d'accord avec Antonin, c'est de casser le système, c'est de casser la démocratie, et donc on ne le cautionne pas, et on ne le cautionnera pas, et on peut aller même au bout de cette logique, et s'interroger en tant que journaliste. Vous avez toujours eu, sur toutes les manifestations, une couverture des manifestations avec le message politique qui était porté par ces manifestations, notamment au moment du 1er mai, qui donnait lieu à des directs, à des lives pendant 3-4 heures. Et où on entendait les revendications des gens qui manifestaient pacifiquement. Et puis vous aviez systématiquement, et de manière comme tous les samedis aujourd'hui, très organisée et très ritualisée, 1 heure, 2 heures de baston. Mais qu'on traitait dans les médias comme de la baston. Pas comme un phénomène politique qui interpelle samedi après samedi le président de la République. Et peut-être faudrait-il que nous revenions à un traitement médiatique qui soit celui-ci. Mais je trouve que vous êtes même trop gentil avec nous. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, le samedi, à du fait divers. Et simplement à du fait divers. Mais je trouve que vous êtes trop gentil. Ne peut pas occuper. Pardonnez-moi, mais je trouve que vous êtes trop gentil. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert, enfin pas ici, mais dans certaines radios et dans certaines chaînes en continu, on a ouvert les robinets à un discours haineux. Mais à un moment donné, où il y avait un discours politique. Excusez-moi, c'est pas vrai, ça a changé. Il y avait un discours politique au début. Sans contrepartie, on a invité sur des plateaux des gens qui avaient un discours complotiste, sans contrepartie, sans que personne ne les empêche. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais il me semble que de toute façon, la même chose. La mission des journalistes. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut. Moi, ce dont je m'alarmerais aujourd'hui, c'est de voir qu'aujourd'hui, les journalistes. Sans contrepartie, sans que personne ne les empêche. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais il me semble que de toute façon, la mission des journalistes. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut. Moi, ce dont je m'alarmerais aujourd'hui, c'est de voir qu'aujourd'hui, les journalistes qui couvrent ces manifestations qui sont parfois des jeunes, aujourd'hui, le font au péril de leur propre sécurité. Et je trouve très inquiétant que des journalistes ne puissent plus aller couvrir de l'information en France aujourd'hui sans prendre le risque de leur intégrité physique. Et je trouve ça beaucoup plus alarmant que les débats sur la façon de couvrir tel ou tel événement. Et par ailleurs, j'ajouterais que les journalistes sont peut-être pas exemplaires. Je suis, moi, stupéfait de l'attitude de certains politiques qui vont de Mélenchon à Dupont-Aignan, qui soufflent sur les braises éhontément. Et ces gens-là prétendent diriger le pays. C'est-à-dire que on n'est pas face à des hommes d'État, on est face à des gens qui font de la récup politique absolument dégueulasse et de la pire démagogie. Et ça leur a pas porté chance. Vous remarquerez, c'est fondre dans les sondages. Restez avec nous, on prolonge le débat, on refait le monde jusqu'à 20h. À tout de suite. Les Français n'ont pas été dupes. On refait le monde.